Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, bienvenue sur Backseat, votre émission préférée de tout le Twitch du monde. Comme chaque jeudi, on va passer 2h30 ensemble les amis, à parler de politique bordel de merde avec des invités de grande qualité qui nous rejoindront tout à l'heure, mais aussi avec mes chroniqueurs et chroniqueuses de grand talent. Bonsoir tous les trois, on va commencer par... Non, toi on a dit non, du coup, bonsoir Gaspard. Salut Jean, salut Usul, salut Léa, salut le chat. Est-ce que tu vas bien ? Ça va et toi ? Comment se passe ton tour de France des usines ? Presque fini, putain, j'ai ma dernière demain. Alors, écoute, c'est passionnant. Non, vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment chouette. Et puis, c'est cool d'être sur le terrain et pas juste. Non, mais juste de pas juste avoir une analyse, tu vois, tout cru, tout pondu, et puis avoir un petit peu le ressenti à la fois des patrons d'usine, à la fois des personnes, des ouvriers qui travaillent dedans, sur leur ressenti post-Covid, en fait. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils ont été aidés ? Pour le moment, je trouve que c'est mieux que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus terrible que ça en termes d'arrêt de travail, etc. Et l'industrie française a été relativement aidée. C'est le constat. Parce que donc, du coup, je rappelle, tu fais un tour de France des usines avec la BPI, la Banque publique d'investissement. T'as visité quoi comme genre d'usine ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'ai visité tout en vrai. J'ai visité. Là, j'ai fait un truc de soudure ce matin. La veille, c'était des pots de confiture. Là, demain, je fais des lave-vaisselle. Tout et n'importe quoi, et à la fois c'est ça qui est cool, c'est assez riche en vrai, c'est cool. Eh ben c'est très cool. Comment ça va Léa ? C'est qui déjà J'ai mal à la C'est tête. qui les blonds là au milieu déjà La machine là, Léa. Oui. Bah écoute, ça va, merci, je quittais déjà. Hugo Décrypte. Ah oui. Comment ça va Léa ? Ça va. Tout se passe bien pour toi ? T'as passé une bonne semaine ? Écoute, ça va, ouais. J'ai une grosse annonce à faire. Je la fais maintenant ou après ? T'as trouvé un titre pour ton bouquin. Ouais. Alors oui, mais c'est pas ça la C'est grosse pas ça. annonce. Tu veux attendre ta carte blanche ou tu veux... C'est pas pour la carte C'est pas pour blanche. la carte blanche ? C'est une actu. Eh ben écoute, je t'en prie, vas-y Léa, annonce-nous un truc. Bon, je vais faire le premier live de Popol en direct avec du public, tout ça. Popol, je c'est rappelle donc que le c'est podcast que j'anime depuis 1 an désormais, où en fait j'invite des femmes à parler de politique avec moi. Et pour la première fois, on va faire un live. Donc voilà, je suis un peu surex. Chapeau. Voilà, j'attendais Live, ce soir pour vous l'annoncer. Live au point éphémère, on aura à peu près 200 places avec une teuf à la fin. Donc on enregistre avec Sandrine Rousseau, Kautar Archi et Cléa Chakraverty du média The Conversation. Ok, d'accord. Et Trop vous êtes cool. bien sûr tous et tous bienvenus parce que c'est gratos. C'est gratos, c'est en public et c'est sur Twitch du coup. Quand tu dis live, c'est... Non, c'est en fait on enregistre le podcast avec du public. Ah, c'est un enregistrement live. Ok, je vois. Ouais. D'accord, trop cool. Ok. Ouais. Et ben merci pour cette Le annonce. 8 janvier. Le 8 janvier. Et ben c'est noté. Merci beaucoup. Usul, salut Usul. Salut. Est-ce que ça va ? Ouais. Ouais. Grosse annonce aussi, je quitte Trash. Tu quittes Trash, ça y est ? Je voulais le dire. Non, sinon, moi, rien d'extraordinaire. Il y a un OLG qui est sorti lundi sur la droite. Les Républicains LR sont-ils encore gaullistes ? Ouais. Et un format qui est sorti hier soir. Les grands portraits, là, il n'y en a qu'un par mois, donc faut pas les louper, ceux-là. Sur Blast. Sur Blast, sur Jean-Marie Le Pen, cette fois. Qui est sorti hier soir, c'est ça ? Qui est sorti hier soir Ok. vers 20h. Voilà, donc je pense que tout le monde l'a pas encore vu. Vous pouvez y aller, Jean-Marie Le Pen, quand même. Personnage majeur de l'histoire de la 5e, oui, qu'on Voilà. veuille ou non. Voilà. Ok, d'accord. Bah écoute, très cool. Donc il y a 40 minutes de vidéos de sortie cette semaine. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Donc vous n'aurez rien la semaine prochaine. Ok, d'accord. Et ben écoute, très cool. Ce soir, dans Backseat, les amis, en première partie, nous recevrons Dejna, qui, comme chaque invité de la semaine, viendra nous parler de son rapport à la politique. Et en deuxième partie d'émission, à partir de 21h, nous recevrons Laurent Saint-Martin, qui est député de La République En Marche du Val-de-Marne, mais qui est surtout le rapporteur général du budget. Et on en parlera ce soir. Du coup, on parlera du projet de loi de finances pour 2022, qui est en cours de discussion au Parlement, et c'est lui qui le porte. Autre truc à vous dire avant de commencer l'émission formellement, je vous rappelle qu'il y a un financement participatif qui est ouvert pour vous. Si vous souhaitez participer au financement de cette émission, vous pouvez aller sur le Utip de l'émission, utip.io/Jean Massier, et ça vous permet de participer, de faire un don pour financer l'émission jusqu'à la fin de l'année. En faisant un don, vous pouvez avoir des contreparties, parmi lesquelles vous pouvez avoir un magnifique t-shirt de Noël, très très beau t-shirt. C'est une exclusivité qui sera en vente que pendant quelques
quelques semaines. Et vous pouvez également prendre une place, si je puis dire, pour venir dans le public de l'émission, puisque le magnifique public qui est là ce soir sur le plateau est composé de personnes qui ont financé l'émission, notamment via le Utip. Donc n'hésitez pas à soutenir financièrement l'émission en allant sur le Utip. Ah tiens, d'ailleurs, il est sur mon PC. Le Utip, regardez comme il est beau. Voilà, vous avez le très très beau t-shirt de Noël. Vous pouvez choisir votre taille et tout. Ça va du S au XL. C'est formidable. Vous avez les dernières vidéos et vous pouvez faire un don. Vous pouvez aller dans le shop pour acheter uniquement votre t-shirt. Vous pouvez faire un don en choisissant votre montant. Tout ça. N'hésitez pas. Merci pour l'argent par avance. Des bisous. Qu'est-ce que je voulais dire, les amis? Sans plus tarder, je vous propose qu'on enchaîne avec la première partie de l'émission, les sujets de la semaine. C'est parti. Yes. J'avais oublié, moi aussi. Les sujets de la semaine, comme chaque semaine, on a choisi avec mes chroniqueurs et chroniqueuses 2 sujets qu'on voulait aborder ensemble et sur lesquels on a l'intention d'interagir et d'échanger. Le premier sujet d'actualité, c'est la question des Outre-mer, la situation en Outre-mer, notamment en Guadeloupe, mais pas seulement, en Martinique également, où la situation se tend. Un mouvement social est en train d'émerger depuis maintenant plusieurs semaines. Grève générale notamment sur fond de contestation de l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Un couvre-feu a été prolongé jusqu'au 28 novembre prochain par le préfet de la Guadeloupe, ce qui n'empêche pas des bagarres, des blocages, des violences urbaines, des pillages, des incendies. Il y a des dizaines de bâtiments qui ont d'ores et déjà été pillés ou détruits. On est dans un contexte explosif, c'est le cas de le dire, dans ces territoires. Première question que je vous pose à tous les trois, pourquoi est-ce que la réticence à l'obligation vaccinale qu'on a aussi connue en métropole, mais pourquoi est-ce qu'elle prend cette tournure-là dans les Antilles? Est-ce qu'il y a une raison? Gaspard. Moi, j'arrive pas j'ai pas réussi à répondre foncièrement à cette question, à part quelque chose que je connaissais pas et que peut-être d'autres personnes ne connaissent pas dans le chat ou dans les viewers de l'émission. C'est ce qui s'était passé avec alors peut-être vous allez pouvoir me corriger, la chlordécone. Le chlordécone. Le chlordécone, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce pesticide qui était hautement toxique, qui a été utilisé dans les Antilles jusqu'en 93, alors que ça avait été interdit depuis bien longtemps en France. Et en fait, on s'est rendu compte avec des études qu'il y avait, attends, j'ai le chiffre, plus de 90% en gros des Antillais qui présentaient un taux d'incidence hyper important de cette substance et donc qui étaient beaucoup plus sujets au cancer de la prostate. C'est un des plus hauts taux d'incidence le cancer de la prostate en Guadeloupe. Enfin, en tout cas, non, pardon, dans les Antilles au monde. Et en fait, j'ai l'impression, moi, ce que j'ai appris de ça, c'est qu'il y a une espèce de trauma sur cette situation sanitaire vis-à-vis de la santé publique en fait et de la gestion du gouvernement. Alors ça peut être un des éléments de réponse, effectivement, le scandale du chlordécone qui crée un rapport très particulier au sujet de santé et au scandale sanitaire dans ces territoires-là, mais est-ce que c'est la seule explication, Usul? Surtout que ce sujet du chlordécone, il est lié de toute façon à la question de l'exploitation, à la question coloniale aussi de manière générale. On a autorisé ce qu'on appelle là-bas les béquets, donc c'est en gros les bourgeois de là-bas, c'est que des blancs. Et c'est eux que l'État a autorisé à continuer à écouler leurs stocks, en fait, en toute connaissance de cause. Continuez à écouler vos stocks. Et bon, là, il y a eu des gros mouvements sociaux en 2008-2009. Vous vous rappelez la période où on voyait Elie Domota à la télé, ce syndicaliste. Il y a eu des gros mouvements sociaux contre l'exploitation, c'était la profitation, qu'il disait à l'époque. Et c'est une vieille tradition, je veux dire, c'est une vieille tradition de rébellion aussi là-bas, qui remonte à... vous savez, avant que ça pète en France en 68, ça avait pété là-bas aussi en 69, sur des questions d'exploitation et de domination de la métropole, quoi. Et puis encore, on peut remonter encore avant. On a parlé de Napoléon il n'y a pas longtemps. Pareil, il s'était aussi révolté à l'époque de Napoléon. Donc c'est une la Guadeloupe particulièrement, c'est une île, enfin c'était un petit archipel rebelle. Et donc il y a toute une tradition. Moi, ce que je trouve super intéressant aussi dans cette tradition un peu insoumise, c'est le rôle des syndicats. Là, on peut comparer ça avec ce qu'on a vu en France sur les trucs anti-pass sanitaire, anti-test, etc. Il n'y avait pas trop les syndicats. Il y a un affaiblissement du mouvement syndical en métropole depuis plusieurs années qu'on a déjà analysé plein de fois. Là-bas, c'est pas le cas. Il y a une tradition syndicale qui est très très forte, qui est vraiment ancrée aussi dans les mémoires. C'est-à-dire que les gens savent que pour se défendre, il faut des syndicats. Et donc, on voit beaucoup de syndicalistes. Bon, en parlant de syndicats, tu fais le lien directement entre la question que tu as abordée toi, la question sanitaire sur fond de trauma chlordécone et sur fond de réticence à la vaccination. Ce sont les territoires dans lesquels il y a le plus faible taux de vaccination dans toute la République. Il y a aussi un contexte social qui est explosif là-bas, Léa. Ah oui, c'est surtout ça en fait.
Au-delà de la défiance des Guadeloupéens vraisemblablement à l'égard du pouvoir central, disons, et qui est justifié, comme vous l'avez dit, par des crises et aussi une domination qui est bien ancrée, il y a effectivement... Enfin, il faut rappeler que c'est un territoire qui a été abandonné. Enfin, abandonné à plein d'égards, que ce soit sur les aspects économiques, que ce soit sur les aspects d'infrastructure. Enfin, tout est plus cher là-bas déjà. La vie est plus chère, 30% plus chère en moyenne. Ouais. Ce qui n'est pas négligeable. C'est pas pour autant qu'ils ont un niveau de vie. Insulaire. Pardon ? C'est aussi une situation insulaire. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas que ça crée des crispations sociales et des difficultés, ça c'est certain. Donc il y a vraiment ce sentiment-là. Donc, moi, j'arrive à comprendre vraiment cette position qui est, bon, vous faites pas grand-chose pour nous depuis un moment. Il y a eu effectivement les événements que tu as rappelé tout à l'heure en 2009 où il y avait eu quand même 44 jours de grève qui avaient paralysé l'archipel. Un syndicaliste qui a été tué aussi. Un syndicaliste qui a été tué aussi. Enfin, ça a été quand même un peu traumatisant, je pense, aussi pour les personnes là-bas. Et depuis 2009, il n'y a pas eu grand-chose, en fait. C'est-à-dire que cette contestation a été un peu vaine. Et je pense que... Alors, en 2009, la contestation n'a pas été vaine. Ils ont eu des augmentations de salaire, oui, bien sûr, mais... blocage de prix sur un certain nombre de biens essentiels. Néanmoins, la situation reste quand même très problématique. Et il y a encore des gens qui souffrent énormément et qui, aujourd'hui, n'ont pas envie de se voir imposer un certain nombre de décisions de la part d'un pouvoir central qui les a finalement abandonnés. Moi, je pense que c'est plutôt là où on peut le voir. Et la structuration, effectivement, de cette contestation est intéressante à travers les syndicats. Parce que là, c'est quand même les syndicats qui ont lancé, en fait, ce mouvement. Et c'est assez intéressant de voir que finalement, ce qu'on a perdu ici, ils l'ont encore là-bas, et avec une force assez importante. Autre chose que je voulais quand même, sur laquelle je voulais insister, c'est le rôle du président de région, qui était un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. La Guadeloupe est un département. Pardon ? La Guadeloupe est un département. Oui, mais non. Enfin, alors là, c'est le président de région, Harry Chalut, qui est LREM, qui a été un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron et qui maintenant est en train de contester vivement le pouvoir central en disant que ce que est en train de faire la réponse du gouvernement n'est pas adaptée et n'est pas en fait n'est pas la bonne solution pour traiter la crise et faire en sorte que les choses s'améliorent. Donc c'est quand même assez intéressant de voir que même ce soutien d'Emmanuel Macron de la première heure est en train de le lâcher. Vous avez raison, le chat, effectivement, c'est les deux. Vous avez raison, réforme territoriale, effectivement, la Guadeloupe a les doubles collectivités uniques à double compétence, conseil départemental et conseil régional. Effectivement, il y a quelque chose. Donc c'est intéressant, effectivement, le contexte politique du fait que quelqu'un d'En Marche est lui-même en train de contester le rapport au pouvoir central, notamment Emmanuel Macron. Il y a des gens qui font remarquer quand même que le mouvement est en train d'échapper aux syndicats. Moi, je pose une question, mais vraiment naïve. Quelle a été la vigueur du mouvement des Gilets jaunes dans les territoires d'outre-mer ? J'en ai pas vraiment. Honnêtement, c'est une vraie question ouverte. Je ne sais pas, je ne sais plus, parce que c'est aussi quelque. Enfin, ça dit aussi quelque chose. Un mouvement syndical, et c'est pas toi qui vas dire le contraire, Jules, c'est un mouvement organisé avec son relais vis-à-vis de l'opinion publique, avec ses figures médiatiques et de négociation avec le pouvoir central, etc. Un mouvement de type gilet jaune et en partie de type de ce qui est en train d'arriver là-bas. Bon, c'est beaucoup plus violent que les gilets jaunes. En l'occurrence, là-bas, c'est un mouvement beaucoup plus désorganisé. Donc j'ai l'impression que c'est un peu aussi une gilet jaunisation du mouvement dans ces territoires. Non. Eh ben, si tu le dis, je sais pas. Moi, tu veux comparer. Ce que je pense. Moi, je sais pas exactement comment ça s'est passé à l'époque des Gilets jaunes. C'est une vraie question, je sais plus. Donc, j'avoue, j'ai pas le premier élément pour répondre à ça. Une chose, moi, que j'ai remarqué, que j'ai trouvé en lisant sur le sujet, c'est que moi, j'ai l'impression qu'aussi, il y a une espèce, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, mais de dynamique presque de chantage en ce moment de l'exécutif, avec tant que vous ne faites pas vacciner les Antillais, et que vous atteignez pas le même taux de vaccination que la métropole, on ne réglera pas, on bloque tout et on ne réglera pas les problèmes qui ont lieu aux Antillais. Et on vous envoie des forces... Des forces, du GIGN, ça etc. a été très très mal pris, ça. Et est-ce que... Effectivement, le président de la République a annoncé en soutien aux forces locales et à la demande du préfet l'envoi de forces, notamment GIGN et RAID, pour faire face aux coups de feu qui ont été reçus par des pompiers et des policiers. Vous avez vu les images. Alors évidemment, il y a une situation, je veux dire, des coups de feu tirés, il y a une situation au niveau sécuritaire qui est quand même inquiétante. Je regardais le témoignage, il y avait un jeune, on a foutu le feu à l'épicerie en bas de chez lui sans se préoccuper de quoi, il a fallu qu'il saute par la fenêtre. Enfin bon, il y a que c'est des situations terribles, quoi. Plusieurs immeubles qui ont été brûlés. Après, il y a manière et manière de gérer ce truc-là. Et Darmanin, par exemple, a montré des gros muscles et a montré surtout des blindés. Tout le monde a vu ces images de blindés, quoi. Vous imaginez si on avait... La dernière fois que moi j'ai vu ces images de blindés aller contre des civils, c'était lors de l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Oui. J'ai pas vu des blindés contre des civils à beaucoup d'autres moments dans l'histoire récente.
Par contre, ça pose quand même pas trop de problèmes apparemment de l'envoyer niveau image, quoi. Niveau image, ça pose pas trop de problèmes d'envoyer ça dans les Antilles. Et l'autre chose qui est très mal reçue aussi, c'est l'absence du ministre, voilà, Sébastien Lecornu, qui ne se rend pas là-bas, qui est retenu en France parce qu'apparemment il a du boulot sur notamment la préparation de la campagne électorale de Macron. Au moment, chacun ses priorités. Bon, bah, tout ça, c'est vraiment reçu comme du mépris et ça n'a pas aidé à détendre l'atmosphère. Je reviens sur ce que tu disais, Gaspard, toi tu parles d'un chantage quasiment de la part du gouvernement sur soit vous avez des bons chiffres en termes de vaccination, etc. Ça pose quand même la question de savoir est-ce que c'est négociable les politiques sanitaires ? Est-ce qu'on peut négocier ? Est-ce qu'un territoire peut dire non, bah nous, le vaccin, pas trop, on préfère éviter ? Enfin, tu vois, ça pose cette question-là. D'ailleurs, il y a eu un débat très intéressant hier pendant la séance des questions au gouvernement au Sénat, un échange justement entre Lecornu et plusieurs sénateurs sur la question de est-ce que la règle doit s'appliquer de la même manière dans tous les départements de France, quels qu'ils soient, y compris les territoires d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de sanitaire. Le virus s'en fout complètement, lui, de la différenciation territoriale. C'est pas son problème. Le taux d'incidence là-bas est terrible. Les hôpitaux sont submergés. Il y a un vrai problème sanitaire, particulièrement dans ces territoires-là. Doit-on pouvoir négocier l'application des règles sanitaires? Moi, si tu me poses la question, je pense pas. Je crois que vraiment, ça doit être la même règle partout et que ça doit être appliqué. Mais par contre, c'est important peut-être de pas simplement dire OK, juste c'est des anti-vax et de mettre un peu de contexte et de s'informer sur la chose et pas simplement de Et en même temps, c'est marrant parce qu'en me posant cette question, je ne peux pas empêcher de faire référence à un projet aussi qui a été porté par Emmanuel Macron en 2017 et qui est en train d'avoir sa traduction législative avec le principe de différenciation. C'est un nouvel acte de décentralisation dans la relation entre le pouvoir central et les territoires. Emmanuel Macron a développé en tout cas cette idée de dire que la décentralisation, c'est le fait qu'on crée des collectivités locales qui ont des compétences et qu'elles vont pouvoir gérer elles-mêmes un certain nombre de domaines publics dans leur territoire. Mais toutes les collectivités sont sur un pied d'égalité partout en France. Elles ont toutes les mêmes compétences. Toutes les régions gèrent les lycées. Il n'y a pas une région qui gère un peu plus que les autres ou qui a une compétence de plus ou truc comme ça. L'idée de la différenciation défendue par Emmanuel Macron, c'est de dire qu'on va adapter les compétences des collectivités en fonction des spécificités locales. On va pouvoir donner des compétences spécifiques à des départements urbains et à des départements ruraux, des départements du littoral ou à des départements dans les Alpes, par exemple. L'idée de la différenciation, c'est quand même un coin qui est mis dans le principe d'égalité républicaine entre les territoires. Et du coup, au moment où arrive cette crise, c'est là que tu te poses la question de savoir est-ce qu'Emmanuel Macron, il n'est pas un peu piégé par cette idée de différenciation ? Est-ce qu'il n'a pas fait des promesses en fait à des territoires en leur disant vous allez pouvoir avoir une spécificité reconnue, ma réforme territoriale sera une réforme de respect de vos spécificités, et là, du coup, il est en mode non, il n'y aura pas de spécificité, les gars, c'est vaccin pour tout le monde, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de bien nouveau parce qu'il y avait l'expérimentation avant. On pouvait mettre en œuvre des expérimentations pour certains territoires. Donc, est-ce que tu crois que ça change vraiment fondamentalement la relation entre le pouvoir central et... Justement, Emmanuel Macron voulait aller plus loin que les expérimentations. C'est vrai qu'on a expérimenté 2-3 trucs à certains endroits, le Grand Paris par exemple, des trucs comme ça. Mais voilà, sur le plan sur Marseille par exemple, il a aussi annoncé des trucs comme ça. Donc on est en pleine négociation sur ce sujet-là à l'Assemblée nationale. Et tu vois d'ailleurs que les camps politiques ne sont pas d'accord les uns avec les autres. On a des camps politiques qui sont historiquement très jacobins. Donc c'est notamment, historiquement, ça a été très longtemps le Parti communiste, la France insoumise et les Républicains. Et d'autres mouvements politiques qui sont beaucoup plus décentralisateurs. Europe Écologie Les Verts, les écolos, les socialistes, pardon, certains centristes, pas tous. Donc voilà. J'ai l'impression qu'on est aussi toujours dans l'entreprise générale de Macron de ce qu'il appellera la modernisation de l'État, ce qu'on pourrait aussi appeler une destruction assez systématique y compris un certain nombre de statuts. Il veut revenir sur le statut des diplomates, des préfets. Ça, c'est sur la haute fonction publique, ça. Oui, mais il veut revenir sur l'ENA. Oui, on est toujours sur la haute fonction publique. Il y a tout un certain nombre de choses qui sont pas assez souples. Ça c'est pas assez bottom-up. C'est pas assez. Non, il y a un truc idéologique aussi derrière, de casser les vieux ordres parce que les vieux ordres l'emmerdent aussi. Ça peut être des. Oui, mais il y a quand même. On peut dire que sur certains points, c'est spécifique de renverser. C'est positif de renverser l'ordre établi. Ça dépend pourquoi faire. Comme ça. Peut-être un point. Enfin, tu rigoles, mais excuse-moi, je te donne la parole juste après, mais tu rigoles, mais il y avait aussi tout un discours très intéressant d'Emmanuel Macron en 2017 pendant la campagne, justement sur son bouquin Révolution. C'était de dire à bas les conservateurs, et les conservateurs, ce sont les syndicats, ce sont les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires qui sont là pour tout verrouiller, qui l'emmerdent en fait. Et la haute fonction publique. Et la haute fonction publique, évidemment, qui est le plus grand conservateur de l'État depuis toujours. Gaspard. Peut-être un point sur le contexte aussi. On est en pleine période électorale, en pleine période présidentielle. Il y a eu des réactions et deux réactions, enfin en tout cas une réaction moi qui m'a interpellé, celle de Mélenchon qui parle de provocation inutile et qui parle même d'utilisation électorale de la répression.
pour que Macron puisse éventuellement séduire un électorat plutôt de droite qui aime cette prise de force de Macron aux Antilles en envoyant le GIGN et les forces de l'ordre. Mais il faut quand même souligner un truc, c'est que Macron et Mélenchon, c'était les deux gros candidats qui ont scoré en 2017. Macron, il était ultra populaire en Guadeloupe, il y arrivait premier avec 30,2%. En Martinique, c'est Mélenchon qui a fait 27,4%, ce qui est quand même significativement plus élevé qu'en métropole. Et donc, du coup, il y a un enjeu aussi électoral sur cette gestion, sur cette gestion de la crise sanitaire dans les Antilles. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, et ça, du coup, ça rebondit sur ce que disait Léa sur le chef de l'exécutif local qui était macroniste. Et du coup, ça va être très intéressant de lire les résultats de l'élection présidentielle en 2022 dans ces territoires-là. Et effectivement, tu as raison de rappeler que cette crise ouverte désormais dans les Antilles arrive dans un des pires moments. C'est une élection présidentielle, donc tout est politisé à mort dans tous les sens. De la même manière, évidemment, c'est pas les Antilles, c'est à l'autre bout de la planète, mais le référendum en Nouvelle-Calédonie a été un des sujets qui a été abordé par les candidats au Congrès Les Républicains dans leurs différents débats, où ils ont rappelé leur volonté que la Calédonie reste française, ce qui est un sujet sur lequel, là, pour le coup, Emmanuel Macron, il veut se tenir le plus éloigné possible et ne pas prendre parti parce qu'il voit bien que c'est explosif, quoi. Ouais. On s'en tient là pour ce premier sujet. On a un deuxième sujet qu'on voulait aborder ensemble dans cette émission de Backseat. Écoutez, aujourd'hui, on est le 25 novembre. C'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Une journée internationale qui permet justement de faire des émissions comme celle-ci, d'en parler de ce sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes. Beaucoup de choses à dire sur ce sujet en politique française, puisque c'était une grande cause du quinquennat, l'égalité femmes-hommes promue et promise par Emmanuel Macron. Énormément de choses ont été dites au cours de ce quinquennat, énormément de choses ont été faites, beaucoup de réactions ont eu lieu. Il y a encore eu une manifestation dont vous voyez les images, la manifestation Nous Toutes à Paris, c'était la semaine dernière. Une première question que je voulais vous poser à vous trois, est-ce qu'on n'est pas en train d'assister à une évolution, à une mutation du mouvement féministe à travers des actions coup de poing beaucoup plus novatrices que ce qu'on avait pu connaître par le passé avec le MLF et les anciens mouvements? Je pense au collage féministe, je pense à MeToo, je pense à Balance ton port, je pense au mouvement contre la double peine, sur l'accueil dans les commissariats des plaignantes et des victimes de violences sexuelles et sexistes. Est-ce qu'on a un renouveau du mouvement féministe? Léa, j'ai envie de te poser la question à toi en première, parce que je sais que tu es sensible. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant ces derniers temps, c'est, et ce que j'ai étudié notamment dans ce fameux bouquin qui va enfin sortir et qui aura peut-être un titre un jour, non, blague à part, c'est la relation entre le pouvoir politique et le féminisme en France. Pendant très longtemps, le mouvement féministe était anti-institutionnel, notamment dans les années 70. Tu parlais du mouvement de libération pour les femmes, etc. Ça, c'était vraiment un mouvement anti-institutionnel. Et puis, progressivement, il y a eu des convergences. Et puis, assez récemment, on a vu une véritable convergence en la personne d'un certain nombre de personnalités politiques, comme Alice Coffin, Raphaël Rémy-Leleu, Sandrine Rousseau, ouais. à plus fort titre encore, qui finalement viennent de ce mouvement militant, incarnent un véritable renouveau du féminisme à travers la société civile et se saisissent du domaine, du terrain politique. Ce qui est quelque chose d'assez nouveau, où on voyait parfois une méfiance. Je pense par exemple à des féministes comme Laurence Rossignol, qui effectivement, elle, pendant très longtemps, était taxée de féministe de service, tu nous fais chier avec tes trucs, tes trucs de gonzesse, machin, elle s'en est pris plein la gueule pendant des années. Je pense à Yvette Roudy, je pense à Danielle Bousquet, toutes ces femmes qui vraiment ont essuyé les plâtres du féminisme politique en France. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, déjà, ça n'a pas très bonne presse, même auprès des personnalités politiques de droite qui ne sont pas forcément toujours féministes acharnées. Ça n'a pas très bonne presse de dire « je ne suis pas féministe ». Alors après, est-ce que le féminisme qu'elles incarnent est véritablement sincère? Mais une Valérie Pécresse ne va pas nous dire ah non, je ne suis pas féministe ». C'est fini. Alors qu'avant, on avait quand même des discours qui étaient presque proches de « non, mais moi, je ne suis pas féministe quand même ». Puis il y a féminisme et féminisme, ça aussi. Ça, c'est intéressant comme discours. Oui, justement qu'avant. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais on l'entend quand même moins qu'avant. Il y a une certaine... Déjà... Il y a une réalité qu'on ne peut plus éviter, sur laquelle on ne peut plus fermer les yeux. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 93 000 femmes chaque année qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol. On a 80% des plaintes qui sont classées sans suite. On a à ce jour 103 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. Depuis le début de l'année. Et c'est des chiffres qui ne sont plus, qu'on ne peut plus
ne pas regarder en face. C'est-à-dire que c'est un problème de société dans sa globalité. Ce n'est pas juste un problème qui concerne les femmes. Ce problème de violence, ce problème de domination, ce problème aussi d'exclusion d'une partie de la population, c'est quelque chose qu'on ne peut plus. On ne peut plus fermer les yeux dessus. C'est plus possible. Et ça, je pense que la popularité et la campagne qu'a faite Sandrine Rousseau est très emblématique de ce ras-le-bol, en fait, et de cette nécessité de prendre en compte des sujets qui ne sont plus des sujets qui concernent uniquement les femmes, mais qui concernent la société dans son ensemble. Et c'est pour ça que je pense qu'elle a été d'ailleurs soutenue, pas que par des féministes, pas que par des femmes, mais aussi par des personnes qui en ont marre, en fait. Jules ? Oui, j'entendais une militante au micro de France Culture rappeler qu'à partir de... C'est quand même pas si nouveau que ça, le fait qu'il y ait des politiques publiques qui prennent quand même cette question à bras-le-corps. Et selon elle, ça faisait une vingtaine d'années qu'on liait enfin les violences faites aux femmes à la domination masculine. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait considérer que c'était une série de faits divers, on pouvait tout à fait tenir dans l'espace public des discours selon lesquels les violences faites aux femmes sont de la faute de l'alcool. Voilà, on peut dire plein de choses différentes. Des femmes, évidemment. Des situations individuelles et familiales dramatiques. Oui, voilà. L'amour, le crime passionnel, ces choses-là. Continue, Jules. Voilà, et donc ça fait quelque temps qu'on dit non, en fait, ça fait partie d'un système. Les violences faites aux femmes font partie d'un continuum entier qui, ce système s'appelle le patriarcat, c'est la domination masculine. Est-ce que c'est ça, je voulais te poser la question un peu naïvement, parce que tu parlais d'Alice Coffin ou de Sandrine Rousseau. On a aussi vu que Anne Hidalgo, qui se dit elle aussi féministe, n'a eu aucun problème quand il s'est agi de renommer Christophe Girard, par exemple. Alors Christophe Girard, qui était l'adjoint à la culture de la mairie de Paris, et qui se trouvait avoir soutenu Matzneff. Et qui a été renouvelé après les élections municipales avec le soutien d'Anne Hidalgo. Ça a évidemment créé un petit souci, notamment auprès d'Alice Coffin, qui a, avec d'autres, Raphaël Rémy-Leleu aussi. Des élus LR aussi, comme Nelly Garnier. Elle l'a viré finalement. Finalement elle l'a viré, mais il a fallu, ça allait pas de soi. Il a fallu une mobilisation. Elle l'a d'abord défendu. Alors est-ce qu'il y a une rupture générationnelle entre... Est-ce que pour toi ça a un sens, le mot néo-féministe, qui est beaucoup employé par les détracteurs du féminisme contemporain? Et est-ce que ça a un sens pour toi de ce mot qu'on entend énormément, de foutre néo devant? Ou est-ce que c'est la suite, c'est toujours le féminisme? Je pense qu'il y a une mutation, effectivement. Après, un truc qui m'emmerde un peu, c'est qu'on a tendance à un peu trop théoriser. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. Ce mouvement qui n'est finalement qu'un mouvement de lutte pour les droits, en fait. J'ai le sentiment, et c'est une réalité aussi dans le milieu militant, mais aussi dans le milieu militant politique, et notamment à l'extrême gauche, ça, j'ai pu échanger avec pas mal de gens qui me disaient ça, notamment Daniel Obono, qui est une espèce de nécessité à avoir des codes, à avoir vraiment le corpus intellectuel nécessaire et la connaissance d'un certain nombre de choses pour être féministe aujourd'hui. Et finalement, l'aspect vraiment théorique de l'analyse, je comprends que tu aies envie de faire ça, mais pour moi, ça n'a pas de sens, en fait. On s'en fout, quoi. Mais c'est pas moi qui fais ça, c'est en l'occurrence plutôt les détracteurs. Moi, j'ai envie de dire néo-féministe, post-féministe, j'en sais rien, je m'en tape, en fait. Tout ce qu'il faut, c'est que les choses bougent et que là, on voit que les femmes descendent dans la rue et il y a un ras-le-bol total. Après, je comprends ce que tu dis. On peut essayer de théoriser tout ça, mais je vois pas trop l'intérêt, en fait. C'est intéressant pour avoir une analyse globale et de voir comment les choses mutent. C'est quoi la différence entre Hidalgo et Coffin, quoi? Si les deux se réclament féministes, c'est quoi les deux courants? Comment on les identifie? Il y a toujours eu plusieurs courants dans le féminisme. Il y a aussi un féminisme de droite, historique, très maintenant, il y a un féminisme identitaire, figure-toi. Alors il y a aussi ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi un argument qui est un peu compliqué à développer, mais qui existe. Mais t'as raison de le souligner. Mais pour revenir quand même sur la question politique, je reviens encore sur le fait qu'on est en pleine campagne présidentielle. À l'heure actuelle, j'ai compté, on a 4 femmes déclarées candidates à l'élection présidentielle. Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Nathalie Arthaud et Hélène Touy, qui est la candidate du parti animaliste. Il y a également Valérie Pécresse en embuscade, donc qui est candidate au Congrès des Républicains. Pas sûr qu'elle devienne la candidate du parti, mais qui existe quand même. C'est pas beaucoup le nombre de femmes à la tête d'affiche pour une campagne présidentielle. On a eu un renouveau, une féminisation de l'Assemblée nationale en 2017 avec l'arrivée de la nouvelle génération, notamment En Marche, qui a beaucoup féminisé, en même temps on partait de loin, l'Assemblée nationale. Est-ce qu'on risque pas un retour en arrière? Ah si, il est là, le backlash. C'est-à-dire que là, 2022, ça se trouve, on va avoir une Assemblée nationale qui va être moins féminisée que ce qu'on avait. Honnêtement, j'en sais rien, je sais pas. Là, je suis vraiment. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Non, on n'est vraiment pas à l'abri. L'ambiance.
pour une raison qui est assez simple, en fait, c'est que le parti La République En Marche, lorsqu'il a investi un certain nombre de femmes sur des circonscriptions, il ne savait pas si elles étaient gagnables ou pas d'avance, en fait. Donc c'était un peu genre, Ouais, c'est vrai. au petit bonheur la chance, on va mettre des zouzes ici, on va mettre des mecs ici, puis on verra un peu ce qui se passe. Là, aujourd'hui, on connaît déjà les circonscriptions en amont qui vont être potentiellement gagnables ou pas. Et autant vous dire, et j'en ai déjà parlé avec certaines députées, que dans la perspective d'un certain nombre d'alliances, notamment avec la droite dans certains territoires, il n'est pas exclu qu'elles perdent leur investiture au profit d'un baron LR ou un truc dans le genre. Donc là, on va vraiment... Et puis en plus, avec Horizon qui débarque, il n'y a pas beaucoup de meufs chez Horizon. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de famille, mais... J'ai vu la photo de famille de la nouvelle maison commune de la majorité, il n'y a que des bonhommes, ouais. Voilà. Ça, pour le coup, c'est une traduction de ce qu'on avait déjà dit. Donc, sur le fait je me qu'il y a que demande des mecs, si ouais. finalement... Alors, j'espère vraiment qu'il y aura une volonté... Alors, il y aura autant de femmes investies qu'en 2017, ça c'est sûr, puisqu'ils vont respecter l'obligation légale d'investir 50% de femmes, ça c'est certain. J'en doute pas une seconde. Mais est-ce qu'ils vont leur filer des circos gagnables ou est-ce qu'ils vont faire comme le PS, comme le Fonds LR, etc. C'est-à-dire, OK, on met des meufs, parce que c'est la parité, c'est obligatoire, et puis on leur file des circos qui sont pas gagnables. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Gaspard ? Moi, j'ai noté un petit truc là-dessus aussi, mais peut-être on va en parler, c'est surtout au niveau des mesures en fait qui ont été annoncées par Castex là contre les violences faites aux femmes. Il y a moi une des mesures qui m'a un peu marqué, c'est et d'ailleurs les mouvements féministes s'en réjouissent de ça. Léa, je parle avec ton contrôle, mais c'est le fait qu'il y ait des mesures au niveau de l'éducation. Et on sait aujourd'hui l'éducation, c'est quand même un peu le prisme de base, enfin la base de chez base pour pouvoir changer les mentalités, changer les mœurs au sein de notre société. Donc il y a le lancement d'une semaine de l'égalité entre les filles et les garçons dès l'année prochaine à l'école, et ce sera la semaine du 8 mars, donc à vos agendas, si jamais vous êtes encore 8 mars, à qui est la l'école. journée mondiale de la promotion des droits des femmes. Exactement, oui. Non, mais tu fais bien de le rappeler. Moi, j'ai quand même un truc, et j'aimerais, je sais pas si vous étiez encore à l'école à ce moment-là, mais depuis 2001, en France, il y a un truc, c'est que chaque année, les élèves doivent recevoir au moins 3 séances d'éducation sexuelle. On ne parle pas exactement de la même chose, mais quand même d'une journée... Éducation à la vie affective et sexuelle. Ah, c'est ça exactement le Mais terme. oui, c'est-à-dire, c'est pas juste bistouquette, etc. c'est aussi comment... voilà. Ça reste que... C'est aussi sur le consentement, Oui, exactement. c'est aussi sur les rapports hommes-femmes et tout. Ouais. Mais ça reste que... Ça existe depuis 2001. Moi, j'en ai reçu une tous les 2 ans à tout casser dans mon bahut. Je sais pas du tout, et j'ose imaginer que c'est la même chose partout. Donc, est-ce que c'est toujours rien? Je ne sais rien. Voilà, apprenez-moi. Non, mais expliquerait comment ça marche un utérus. Il y a beaucoup de gens dans le chat qui disent qui confirment. Jamais eu. Non, mais ouais. Et c'est obligatoire en théorie, mais bon, c'est pas appliqué. Alors, à quoi ça sert de faire des effets d'annonce comme ça? Est-ce que c'est un effet d'annonce certainement sur cette semaine de l'égalité? Après, il y a eu d'autres mesures également. C'est marrant, j'étais un peu passé à côté de cette annonce de Jean Castex, ça me rappelle les ABCD de l'égalité avec Najat Vallaud-Belkacem. Ouais. Qu'est-ce qu'elle s'était prise dans la gueule quand elle avait proposé ça quand même. Il faut se souvenir d'un peu de l'ambiance de l'époque. C'était une femme ministre de l'Éducation nationale qui proposait un truc qui s'appelait les ABCD de l'égalité. C'était à peu près pareil, c'était un truc pédago sur l'égalité entre les petits garçons et les petites filles, le respect de chacun et tout, le partage de la cour de récré. Et elle s'était pris une campagne de violence inouïe dans la presse sur les théories du genre, etc. On était déjà en fait dans le pré-wokisme, islamo-gauchisme, etc. Ouais, surtout que si je t'ai repris sur le truc il y a aussi l'histoire de la vie affective, machin, c'est parce que c'est pas seulement qu'est-ce que vous allez faire avec votre petite copine, ça permet aussi de détecter des enfants qui sont par exemple en souffrance, qui sont eux-mêmes victimes par exemple d'adultes, leur permettre de mettre des mots et leur dire c'est pas normal qu'on vous fasse ça, etc. Ça c'est ton corps, machin. C'est pas seulement des injonctions à la vie sexuelle. Souvent à droite on va te repeindre ça comme on force nos enfants à devenir homosexuels. Non, on leur dit si vous ressentez de l'affection, vous êtes un garçon pour un garçon, c'est pas grave, c'est vrai, on va peut-être leur dire ça, mais on va peut-être aussi leur dire et s'il y a un monsieur qui veut vous toucher, c'est grave ça par contre. Et il faut en parler. Donc voilà, c'est plus vaste que juste ça et c'est nécessaire en effet parce que les parents ne font pas toujours ce travail ou ne sont parfois pas en mesure de le faire ou alors c'est peut-être eux les agresseurs, ça peut arriver aussi. À suivre donc, est-ce que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes va être un thème central dans cette campagne présidentielle ? Ça va être... Enfin bon, moi de ce que j'analyse pour l'instant, les candidatures à gauche, fidèles à elles-mêmes, continuent à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et ça reste, mais j'ai envie de dire, ça fait partie du corpus, de ce que promeut la gauche. À droite, du côté de la République En Marche, il n'y a pas encore de programme, mais on suppose qu'Emmanuel Macron va souhaiter continuer dans sa volonté d'en faire une priorité du quinquennat, même s'il a été très très contesté, notamment par les associations féministes au cours de ce quinquennat. La personne de Marlène Schiappa reste une personne intéressante, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime
même pas. Elle a beaucoup fait parler d'elle. Elle a beaucoup fait bouger, notamment les médias sur ces sujets-là. Non, c'est presque sexiste ça, tu vois. Non mais oui. Là, c'est le lissage brésilien, je l'ai pas inventé le truc. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'était. C'est vrai que c'était Moreno rigolo. aussi, Elisabeth Mais Moreno. Elisabeth Moreno, effectivement, l'actuelle. Non. Mais tu vois, Elisabeth Moreno qui justement n'a pas hésité. Tiens, mais tu vois, on parle du pronom Yel, sur lequel le ministre de l'Éducation nationale n'a pas hésité à dire que c'était un scandale absolu et que la République était en train de mourir à cause de ça. Dans son Elisabeth think tank Moreno de wokistes, qui a osé, parce que par rapport à Jean-Michel Blanquer, il faut oser, elle a osé dire que pour elle, c'était pas grave, que c'est normal que le petit Robert il fasse changer un peu les choses et que la langue française évolue, etc. Putain, Elisabeth Moreno, c'est pas bien méchant ce qu'elle a dit. Hein. Elle s'est pris une bâche au Sénat notamment, je l'ai entendu, la droite sénatoriale lui en a mis une grande dans la gueule, elle a dû s'excuser limite d'avoir dit ça. Tu sens que le chemin est encore long sur ce sujet-là, y compris pour Elisabeth Moreno, qui aurait bien besoin d'être un peu soutenue. Oui, ce serait bien qu'on la reçoive un jour. Là. Oui, tout à fait. Vu D'autant qu'apparemment, plus que... on a un mec qui défend le gouvernement toutes les semaines en ce moment. Allez, pourquoi pas Elisabeth Moreno? On fait ce qu'on peut. Pour le coup, Elisabeth Moreno, pour le voir avec des associations sur le terrain, ça a été une très bonne nouvelle en fait pour les assos. Ouais. Parce que Marlène Schiappa avait vraiment rompu le dialogue avec les associations. Et c'était un véritable problème. Donc beaucoup d'associations ont finalement salué l'arrivée d'Elisabeth Moreno et elle fait un travail relativement sérieux, engagé par rapport à sa prédécesseur. Ça, il faut le dire. Ok. D'ailleurs, je précise qu'elle Darmanout actuellement. C'est quoi Darmanin? C'est une. oui, c'est le hashtag. Le hashtag, non, mais surtout, il y a une manifestation pour demander ce que Darmanin quitte le gouvernement. D'accord, ok. Ok. On s'en tient là du coup pour les sujets de la semaine. Merci à vous trois. On va passer à la séquence suivante de l'émission. C'est parti pour les cartes blanches. Alors les amis, comme chaque semaine, les cartes blanches, c'est le moment où je vous propose, si vous le souhaitez, tous les trois, de venir nous partager un truc que vous avez envie de dire, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation de lecture, de trucs à regarder, de jeux à jouer, ce que vous voulez. On commence, j'ai l'impression que Gaspard, t'es le seul prêt, donc on va commencer par toi. Gaspard, c'est parti. Moi, j'aimerais vous parler de cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler du film qui s'appelle Les Olympiades. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le dernier Audiard, bouleversant de simplicité. Infiniment juste, élégant. Là, je me suis pris un peu pour une critique Télérama, mais franchement, c'est vraiment chambé. Moi, je suis plutôt habitué aux blockbusters américains ou aux comédies un peu franchouillardes, et là, vraiment, plus que les films d'auteur auxquels, j'essaye de m'exercer, d'avoir c'est en noir et blanc. Images. Ouais, c'est en noir et blanc. Mais franchement, j'ai surkiffé. Ce film, c'est l'adaptation, si vous connaissez, de 3 nouvelles graphiques d'un auteur américain qui s'appelle Adrian Tomine, et le pitch est super simple. Joliment banal, j'ai écrit, vraiment de Télérama quoi. Quartier des Olympiades, Paris 13. Émilie rencontre Camille, qui est attirée par Nora, qui elle-même croise le chemin d'Amber. Le début du film est séquencé comme ça. 4 vies, 4 récits, 3 filles, un garçon. Ils sont amis, parfois amants, souvent les deux. Des images d'un Paris 13 en noir et blanc, on l'a vu dans les extraits, qui nous racontent des tranches de vie d'une jeunesse qui est désenchantée. Moi, cette jeunesse, elle m'a fait un peu penser à, des fois, le discours qu'on retrouve à travers des invités qui viennent nous parler de côté un peu désabusé de la vie, de la société, de la politique parfois. Émilie, jeune diplômée de Sciences Po, se retrouve à vendre des forfaits téléphoniques dans un centre d'appel. Camille, prof de français dans le public, ne croit plus en la méritocratie républicaine dont il est pourtant issu. Un journaliste du Monde va terminer beaucoup mieux que moi cette analyse, je cite. Mais Émilie et Camille vont tout de même essayer de goûter un peu au paradis que leur ont vendu leurs parents, trouver un job, tomber amoureux, etc. 4 vies, 4 récits qui se croisent et se chevauchent sous forme de labyrinthe, comme si le noir et blanc permettait ici de figer le temps et à la fois de donner des airs chics à des vies on ne peut plus banales. Ça s'appelle Olympiade, c'est très chouette. Allez le voir. Eh ben merci beaucoup Gaspard pour cette recommandation. Merci à toi. Tu avais envie de te pendre après ou pas? Parce que souvent, moi, quand je regarde un film d'Audiard, j'ai envie de me pendre après. Hein. Non, j'adore, mais franchement, c'est pas Audiard. non plus... non, pas du tout. Là, vraiment, t'es ok, enfin t'es pas hyper emballé par la vie, je vais pas te dire ça, mais c'est pas, non, je me suis pas pendu après. Eh ben merci encore à toi Léa. Alors moi je voulais vous parler d'une BD. Une BD qui est sortie il y a un petit moment déjà, un peu plus de 2 ans, mais que j'ai lue récemment et qui s'appelle en fait Des billets et des bombes. C'est une BD qui reprend l'enquête des journalistes et reporters de Mediapart et Radio France sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy par Kadhafi. C'est
incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est très bien. Enfin, c'est très bien documenté, évidemment, parce qu'ils ont fait un travail de ouf là-dessus. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a été mis en examen sur cette affaire en mars 2018. Il est toujours mis en examen. Toujours mis en examen. On attend. Il a été condamné dans un volet séparé qui est celui des écoutes, mais bref. Donc qui est vraiment totalement séparé, mais c'est vraiment, franchement, lisez-le, c'est hallucinant, quoi. Enfin, mais c'est cool, en tout cas, le format BD pour faire de l'investigation journalistique, c'est chouette. Non, mais c'est vrai que après, parce que nous quatre, on est du genre à lire des enquêtes de Mediapart ou du Monde ou de Radio France sur l'investigation. C'est très aride, l'investigation, c'est compliqué, c'est dur. Alors moi, je lis ça un peu comme un roman parce que j'adore, mais c'est vrai que je comprends que ce soit difficile. Donc pour les personnes qui n'ont jamais lu ça, je vous invite, je suis d'accord avec toi à lire. Bien, et c'est pas la seule BD qui a été faite là-dessus. Sur la BD d'investigation, j'en ai lu d'autres. Non, les algues vertes aussi. Mais il y en a plein. Sur Scandale des algues vertes, il y avait eu, je crois aussi sur Clearstream. Je sais pas si le travail de Denis Robert avait pas été adapté en BD. J'ai un doute, je sais plus. Il y en a une qui est sortie récemment qui s'appelle 100 000 ans, sur le projet sur Bure, l'enfouissement des déchets radioactifs, que je veux absolument lire. C'est chambé les BD. Moi, je trouve que c'est vraiment effectivement un format, comme tu dis, qui est vachement plus digeste quand il s'agit d'enquête. Et là, franchement, c'est fabuleux. Lisez-la, je peux que vous le conseiller. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Léa. Jules, à toi. Oui, moi je voudrais vous conseiller une vidéo YouTube, mais apparemment en régie ils pouvaient pas la mettre parce que pour la télécharger c'était trop long parce qu'en fait elle est longue. Si c'est bon, ils l'ont, t'inquiète, ils vont la mettre. Ah bon ? Il me semblait que non. Ils viennent de le dire dans l'oreillette, vas-y, parle-en. Très bien. Oui, alors c'est une vidéo de Linguisticae sur la fin du grec et du latin à la fac, la faute aux woke et aux islamo-gauchistes. Pour interrogation. Alors ça c'est intéressant, il y a Frédéric Matonti qui a fait un bouquin qui est sorti il n'y a pas longtemps dans lequel elle demande sommes-nous tous devenus réac et elle identifie... Comment sommes-nous tous, je crois. Comment sommes-nous tous devenus... Comment nous sommes tous devenus réac en plus, je crois qu'il n'y a même pas de question. Comment nous sommes tous devenus réac et elle identifie un moment en particulier et un auteur en particulier qui a été charnière là-dedans, c'est Alain Finkielkraut à partir des années 80 qui s'est mis à déplorer tout et n'importe quoi. C'est-à-dire, tu le mets sur un plateau, il déplore toujours un truc qui a changé. Il y a toujours, ça peut être, oh tiens, on a mis, on a. Bon, alors vous imaginez bien, en ce moment, vous imaginez l'arc de triomphe là recouvert. Tout ce qui change, c'est pas bien. Et particulièrement si ça touche à la culture légitime, à la culture savante, à la culture bourgeoise, à la culture de l'élite. Donc le grec et le latin, si on se met à changer quoi que ce soit, la déploration est immédiate, c'est logique. Bon bah là c'est parti en ce moment sur... alors ça dépend, parce que ça vient évidemment comme d'habitude, les réacs français utilisent des polémiques de trucs qui viennent des États-Unis, puis ensuite ils remixent chez nous. Et ils parlent de ça, Linguisticae, ils partent de ce truc-là. Selon certains, les woke s'attaqueraient au grec et au latin. Alors pour les réactionnaires, c'est logique, les woke veulent détruire la civilisation. Donc il faut s'attaquer aux bases, il faut s'attaquer à notre héritage ancestral, vu qu'on est une civilisation helléno-chrétienne, il faut s'attaquer au grec et au latin. C'est logique dans le plan des woke qu'ils fassent ça en premier. Et donc pendant toute la vidéo, il va nous expliquer que c'est beaucoup plus compliqué que ça, Linguisticae, et surtout que c'est pas les woke qui ont attaqué le grec et le latin, c'est l'éducation nationale aussi énormément, qui sous la droite comme sous la gauche et pour des raisons différentes, a d'année en année baissé le nombre de moyens pour les profs. De langues anciennes. Alors la gauche évidemment s'est attaquée à ça parce que c'est en fait un enseignement élitiste. Vous savez que le grec et le latin c'est surtout pour trier, ça sert à faire du tri, à aller dans une bonne classe, à aller dans une bonne école, etc. Donc ce côté élitiste faisait que la gauche avait plutôt envie de dire bon ça c'est un enseignement, si on doit se concentrer, déjà que tout le monde parle anglais sera déjà pas mal. Et la droite elle s'y attaquait parce que ça coûte cher. C'est chiant, ça sert à rien. On peut tout à fait se dire, le grec et le latin, à l'ère de la Startup Nation, vous êtes bien mignons, mais enfin bon, pourquoi faire ? Donc, non mais c'est vrai. Donc il y avait plein de bonnes raisons d'abandonner le grec et le latin, et de fait, d'année en année, les profs se sont retrouvés avec de moins en moins de postes, de moins en moins de classes. Il y a toujours une demande, d'ailleurs, c'est ça le paradoxe. Il y a toujours une demande parce que tu viennes des classes populaires ou pas, tu sais que c'est un enseignement qui va te permettre d'être dans une bonne classe, un enseignement élitiste qui peut t'amener éventuellement à faire de bonnes études après. Donc voilà, vous verrez tout ça dans la vidéo de Linguisticae. En gros, qui a tué le grec et le latin ? C'est pas forcément les woke.
Voilà. Merci beaucoup Usul, merci à tous les trois pour vos cartes blanches. Moi j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez participer au financement de cette émission via le lien Utip que vous pouvez trouver dans le chat en faisant point d'exclamation Utip. Il y a aussi le bro Moobot dans le chat qui vous le remet de temps en temps, ce lien là, c'est vraiment un mec sympa Moobot. Voilà, sur le Utip vous pouvez participer au financement de cette émission en faisant un don ponctuel, en faisant un don régulier, et en fonction du montant de votre don vous pouvez avoir des contreparties comme par exemple un superbe t-shirt Backseat Noël édition limitée. Et également, vous pouvez venir dans le public de l'émission ici si vous participez au financement de l'émission à hauteur de 50 € minimum. Donc n'hésitez pas à donner de l'argent, profitez-en. Merci d'avance pour vos dons. Chers amis,